Je m'appelle Diane Brennan et j'ai 33 ans. 5 jours avant le mariage de ma sœur, mon téléphone bourdonnait d'un SMS de ma mère qui allait tout changer. Tu n'es pas invité? Ta sœur se marie avec de l'argent ancien et nous n'aurons pas votre drame qui nous embarrasse. Je l'ai lu 3 fois, assis seule dans la cuisine de mon appartement, le café devenant froid dans mes mains. Aucune explication au-delà de ça. Pas d'adoucissement, juste une coupure nette et chirurgicale de la famille à laquelle j'avais passé toute ma vie à essayer d'appartenir. Je n'étais pas choquée que ma mère puisse dire quelque chose d'aussi cruel. J'ai été choquée de voir à quel point elle l'a dit avec désinvolture, comme si elle annulait une réservation de dîner au lieu d'effacer sa propre fille du mariage de sa sœur. René et moi n'avions jamais été proches. Pas vraiment, mais nous étions sœurs. Nous avions partagé une chambre jusqu'à mes 12 ans. On avait pleuré ensemble quand notre père est parti. Et maintenant? Parce que René s'était retrouvé fiancé avec un nom de famille attaché à 3 terrains de golf et à une compagnie maritime, j'étais devenue un inconvénient. Une tâche qui pourrait apparaître sur la liste des invités et rappeler à tout le monde que les Brennan n'étaient pas toujours de l'argent ancien. On était vieux de rien. Nous étions une mère célibataire et 2 filles qui se frayaient un chemin à travers les loyers tardifs et les Noëls de mise à pied. J'ai tapé une réponse, je l'ai supprimée, j'en ai tapé une autre. Rien ne semblait correct. La colère voulait sortir comme de la mendicité et la mendicité voulait sortir comme de la colère. Et ni l'un ni l'autre ne se sentait comme quelque chose que je pourrais envoyer à une femme qui venait de me dire que ma présence était un drame. Alors, au lieu de cela, je me suis assis là à regarder l'écran en attendant le prochain message parce que je connaissais ma mère. Elle n'a jamais livré de mauvaises nouvelles sans les suivre avec quelque chose destiné à tordre le couteau un peu plus profondément. Effectivement, moins d'1 minute plus tard, un autre texte est arrivé. Pas de mots-clés cette fois, juste une photo. Leur photo de fiançailles, prise professionnellement, le genre pour lequel vous payez un photographe 300 ans de l'heure, donc l'éclairage est parfait. René brillait dans une robe de couleur champagne, ses cheveux balayés par-dessus une épaule, riant de quelque chose juste à l'extérieur du cadre, et à côté d'elle, son bras enroulé autour de sa taille, se tenait le marié. J'ai regardé son visage pendant exactement 3 secondes avant que quelque chose dans ma poitrine devienne froid, puis chaud, puis s'ouvre grand dans le genre de rire qui ne vient pas de l'humour. Cela vient d'une incrédulité si totale que votre corps ne sait pas quoi en faire d'autre. J'ai ri jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal, jusqu'à ce que mes yeux larmoient, jusqu'à ce que je doive poser mon téléphone sur le comptoir parce que mes mains tremblaient trop fort pour le maintenir stable, parce que je connaissais ce visage. Je connaissais ce visage depuis 4 ans, bien avant que René ne l'ait jamais rencontré, lors d'un gala de charité ou d'un club de golf qui, selon elle, les avait réunis. Je connaissais la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Je savais que son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux sur les photos, comme s'il calculait toujours quelque chose juste derrière eux. Je le savais parce que son nom n'était pas le nom imprimé si fièrement sur le site web du mariage que ma mère avait partagé des semaines plus tôt. Le nom dans la légende de la photo était Weston Cole, héritier de Cole Maritime Holdings. Mais l'homme sur cette photo, l'homme que ma sœur épousait dans 5 jours, avait un tout autre nom, un nom d'une vie différente, un nom lié à une version de lui dont ma famille ignorait absolument l'existence. Mon esprit a couru en arrière à travers des années de mémoire, essayant de reconstituer comment cela était même possible.
Comment le même homme pouvait se tenir dans deux mondes complètement différents sans qu'aucun des deux côtés ne se heurte. J'ai pensé à la dernière fois que je l'avais vu, aux circonstances si éloignées des toasts au champagne et des vieux mariages d'argent que les deux images refusaient de s'asseoir ensemble dans ma tête. J'ai pensé à ce que ma mère dirait si elle savait. J'ai pensé à ce que René ferait si elle le découvrait 5 jours avant de marcher dans une allée vers un homme qui n'était pas celui qu'il prétendait être. J'ai de nouveau posé le téléphone, appuyé mes paumes à plat contre le comptoir froid de la cuisine et me suis forcée à respirer. Être invitée au mariage s'est soudainement senti comme le plus petit problème dans la pièce. Ma mère pensait qu'elle protégeait le nom de famille en me coupant. Elle n'avait aucune idée que la véritable menace pour ce nom était déjà à l'intérieur de la maison, vêtue d'un costume à 3000 $ et souriante pour les photos de fiançailles, attendant un jour de mariage qui était sur le point de devenir quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. J'ai récupéré mon téléphone, ouvert mes contacts et trouvé le seul numéro que je n'avais pas composé depuis plus d'1 an. Mon pouce planait au-dessus du bouton d'appel. Une fois que j'aurais passé cette appel, il n'y aurait pas de retour tranquille de ce qui allait arriver. Mais certaines portes, une fois que vous voyez ce qu'il y a derrière elles, ne peuvent plus être refermées. J'ai repris mon souffle et j'ai appuyé sur l'appel parce que 5 jours, ce n'était pas beaucoup de temps et qu'il y avait un mariage dont ma famille avait besoin pour comprendre beaucoup plus clairement avant que cela n'arrive. L'appel s'est connecté sur la 3e sonnerie et une voix familière a répondu, prudente, comme s'il avait déjà senti que ce n'était pas un rattrapage amical. Son nom était Grant Holloway, un détective privé que j'avais embauché 2 ans plus tôt lors d'un différend désordonné avec un ancien propriétaire et la seule personne que je connaissais qui pouvait tirer un vrai fond sur quelqu'un plus rapidement que n'importe lequel d'entre nous ne pouvait le parcourir sur Google. Je n'ai pas perdu de temps avec des plaisanteries. Je lui ai dit que j'avais besoin de tout ce qu'il pouvait trouver sur un homme nommé Weston Cole. Et puis ma voix tremblait légèrement. Je lui ai dit pourquoi. Grant se tut un instant avant de prononcer les mots qui confirmaient la sensation de froid déjà installée dans mon estomac. Il a immédiatement reconnu la description parce que l'homme photographié à côté de ma sœur ne s'appelait pas du tout Weston Cole. Son vrai nom était Julian Ferris. Et 2 ans plus tôt, Julian faisait l'objet d'une enquête pour avoir dirigé un programme d'investissement qui avait vidé les comptes de retraite d'au moins 6 familles avant de disparaître de l'État et de disparaître de toutes les bases de données importantes. Je me suis assis avec cette information pendant longtemps, après avoir raccroché, fixant le plafond de mon appartement, alors que les pièces se mettaient en place avec une clarté écœurante. Julian ne s'était pas marié avec de l'argent ancien. Il avait construit une identité entière autour de cela, avec un nom de famille fabriqué, un site web de holding maritime fabriqué que Grant a confirmé avoir été enregistré seulement 8 mois plus tôt, et une traînée de demi-vérités suffisamment solides pour tromper une femme désespérée de prouver qu'elle avait grimpé plus haut que là où elle avait commencé. René n'épousait pas la richesse. Elle épousait un escroc et dans 5 jours, elle allait se tenir devant 200 invités et remettre toute sa vie à un homme qui avait déjà fait ça à d'autres familles et qui était reparti clean. Le plus dur n'était pas de découvrir la vérité. La partie la plus difficile était de décider quoi en faire, sachant que le texto de ma mère était toujours sans réponse sur mon téléphone, sachant qu'au moment où j'ouvrirais la bouche à ce sujet, elle supposerait que c'était de la jalousie, de la vengeance, du drame déguisé en inquiétude. Alors j'ai fait la seule chose qui me semblait juste. Je ne l'ai pas appelée.
Je n'ai pas appelé René non plus. Au lieu de cela, j'ai rassemblé tout ce que Grant avait trouvé. Les dossiers financiers, les documents fabriqués, les photographies de Julian utilisant un nom différent lors d'une comparution au palais de justice 18 mois plus tôt, et je me suis rendue moi-même à l'appartement de ma sœur parce que certaines vérités ne peuvent pas être transmises à travers un écran. René ouvrit la porte, déjà agacé, les bras croisés, s'attendant clairement à une dispute au sujet de l'invitation au mariage. Au lieu de cela, je lui ai remis un dossier et lui ai demandé de s'asseoir avant qu'elle ne regarde à l'intérieur. J'ai regardé son visage changer page après page, la confusion glisser dans l'incrédulité se durcir en quelque chose de plus proche du chagrin. Elle n'arrêtait pas de dire que ça ne pouvait pas être vrai, qu'elle avait rencontré ses parents, qu'elle avait vu le bureau de l'entreprise, que cela devait être une sorte d'erreur ou une astuce d'une sœur jalouse qui venait d'être radiée de la liste des invités. Mais les documents ne mentent pas comme les gens et à la 3e page, ses mains avaient commencé à trembler de la même manière que les miennes au-dessus du comptoir de la cuisine. Elle a appelé notre mère la même nuit et pour la première fois depuis des années, j'ai entendu la voix de ma mère craquer avec autre chose que de la fierté ou du contrôle. Il n'y a pas eu de mariage 5 jours plus tard. Au lieu de cela, il y a eu un dénouement calme et douloureux, un lieu annulé, un appel téléphonique furieux à une entreprise de sécurité et finalement un rapport de police qui reliait Julian Ferris à 2 autres victimes dans un autre État qui avaient tendu la main après que son nom ait refait surface. Ma mère ne s'est jamais excusée pour le SMS. Certaines personnes ne le font jamais, mais elle m'a appelé 3 jours après que tout se soit effondré, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue, me demandant de venir, me demandant de l'aider à comprendre quoi faire ensuite. Et j'y suis allée, non pas parce que la blessure de ce texte avait guéri, mais parce que la famille, même désordonnée et imparfaite, signifie toujours se présenter quand cela compte vraiment. René ne m'a remercié qu'une seule fois, tranquillement des mois plus tard. Autour d'un café, aucun de nous n'a terminé, me disant que si je n'avais pas ri de cette photo au lieu de simplement me sentir blessée, elle n'aurait peut-être jamais rien remis en question du tout. Ce rire, né du choc et de l'incrédulité, a fini par être le seul signe d'avertissement assez fort pour arrêter une catastrophe déjà 5 jours avant qu'elle ne se produise. Le vieux mariage d'argent de ma mère n'a jamais eu lieu. Et la famille qu'elle avait tant essayé de protéger de l'embarras a fini par avoir besoin de la fille même qu'elle avait essayé d'effacer. Si cette histoire vous a frappé comme elle m'a frappé en la vivant, ce sentiment d'être sous-estimé juste avant de devenir celui qui sauve tout le monde, alors vous savez déjà exactement pourquoi des histoires comme celle-ci sont importantes.